invités, ils se débrouillent pas trop mal non plus, hein, Johan. Ils débattront sur ces matières européennes et entrepreneuriales pendant une durée de 20 minutes très précise. Vous êtes la gardienne du temps. Oui, hein. tout à fait. Je viendrai sur la scène vous interrompre. Moi j'arbitre le duel, vous êtes la gardienne. Exactement, ce sera votre mission, les pousser dans leur dernier tranchement tout en veillant à un équilibre de parole. Et je vais vous laisser le soin de présenter vos deux premiers invités, Madame Clarisse Lecourt et Monsieur Guy Verhofstadt, que je vous demande d'accueillir chaleureusement. Non, je ne prends pas. Bonjour. Vous avez le choix du pupitre, vous êtes la première, donc à droite. Très bien. Attention, c'est dangereux, hein. Monsieur Verhofstadt. Bonjour. Très bien, et vous? Je vous en prie. Bonjour, enchantée Clarisse. Alors, une fois n'est pas coutume, on va commencer par l'homme, mais vous inquiétez pas, je vais vite bifurquer. Guy Verhofstadt, doit-on encore le présenter? Oui, je pense, parce qu'on a beaucoup d'amis français dans la salle, et peut-être que ça va leur parler fort, mais je crois que j'avais vu un débat télévisé où vous êtes sans doute l'un des seuls hommes à avoir réussi quelque chose d'incroyable, c'est réussi à faire taire M. Mélenchon. Vous vous souvenez de ça, hein? Donc je crois que ça va vous parler. C'était. Et vous comprendrez la difficulté de ma tâche ce soir aussi, parce que bon, C'était mots croisés, je crois. Hein, oui, je crois que c'était ça. Ouais. Et à la fin, il me disait, mais c'est scandaleux, vous m'avez interrompu tout le temps. Je dis, j'ai exactement fait la même chose que vous faites tout le temps. Hein, donc, voilà, vous voyez, ça va être compliqué. J'ai appliqué la méthode Mélenchon sur Mélenchon, ça marchait pas mal. Mais à part d'être le plus grand contradicteur de Jean-Luc Mélenchon, Guy Verhofstadt est surtout un ex-premier ministre belge, puisqu'il a dirigé le pays de la fin du siècle dernier jusqu'au début de ce siècle, à plusieurs reprises d'ailleurs. Et puis, après toutes ces années à la tête du pays, il est passé au stade supérieur, le stade européen, où depuis 2009, je crois que vous êtes 2009, ouais. député européen. Il dirige l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. Il a aussi été l'un des fondateurs du groupe Spinelli. Donc le groupe Spinelli, c'est un groupe qui a pour visée de rassembler les fédéralistes européens. Donc voilà, un homme multiple. Il y en a quelques-uns, mais bon, ouais, c'est vrai. Il y en a quelques-uns, mais je crois que nous aurons tout à l'heure aussi Isabelle l'une des autres fondatrices. Voilà. Et surtout, actualité évidemment, Guy Verhofstadt est l'homme désigné par le Parlement européen pour aller négocier avec nos amis, enfin nos ex-amis anglais, puisque voilà, ils veulent nous abandonner. Voilà. Donc un homme multiple, ça va être passionnant. Et maintenant, honneur aux dames quand même, c'est beaucoup plus important. Madame Clarisse Lecourt, bonjour. Bonjour, moi j'ai pas le même pédigré que vous, mais Bon, je suis fondatrice et CEO du laboratoire Clarifarm. Alors je vais vous expliquer. Racontez-nous un peu, c'est quoi Clarifarm? Donc vous avez fondé une société, vous êtes une entrepreneuse française. Racontez-nous ce que c'est Clarifarm. Alors nous sommes fabricants de dispositifs médicaux, produits cosmétiques et compléments alimentaires pour la santé intime des femmes. Notre aire de jeu, c'est le bassin. On s'occupe de développer des produits pour les règles, avec l'acte menstruel. On a un brevet international autour de la grossesse qui protège les points de suture quand une femme a une épisiotomie ou des hémorroïdes après un accouchement ou des points de suture après une chirurgie. Et on a aussi des produits pour la ménopause. Voilà, mon job, c'est d'accompagner les femmes dans toutes les étapes de la vie du vagin. Alors, Clarifarm, donc on voit maintenant plus ou moins bien ce que c'est. Vous voulez encore ajouter quelque chose? Oui, j'ai quelque chose à ajouter. Dites-nous. On est hyper engagé, donc on est un peu féminin dans notre activité, on est hyper engagé dans l'humain, dans l'équipe et surtout dans la mixité. Sur 15 personnes, nous avons 4 hommes dans la société. Et je m'engage à embaucher autant d'hommes que de femmes dans l'avenir et pour les salaires pareils. Je vous assure que c'est hyper important, je pense que ça vraiment... C'est tout à votre honneur. C'est essentiel. Très bien, maintenant, on connaît les forces en présence, on va pouvoir attaquer. Madame Lecourt, Clarifarm, donc société française, on a compris. Quelles sont les difficultés d'entrepreneuses que vous rencontrez aujourd'hui et qui ont un rapport finalement avec l'Europe? Alors, on a commencé la commercialisation d'un point de vue...
tout marché possible inimaginable. Notre objectif, c'est l'internationalisation de nos produits, de les vendre partout dans le monde. Dès le départ. Dès le départ. Donc on est dans notre 6e année, on vend dans 30 pays. Là, dans les mois à venir, on ouvre les États-Unis, 20 000 produits. Mois de décembre, j'ouvre l'Allemagne, 60 000 produits livrés. Voilà. Ça, c'est une forte énergie pour faire évoluer l'entreprise, comme l'énergie que vous apportez avec Raison Entreprendre. On va se prendre 3G d'énergie ce week-end et je suis ravie. Voilà. Et on est très orienté sur l'innovation. On a 10 projets en pipe au niveau de la recherche et développement, ce qui veut dire derrière des brevets. Voilà. Et donc l'Europe aujourd'hui et les brevets. Alors comment ça se passe? Moi, avec Clarifarm, j'ai déposé mon premier brevet. On dépose en France, budget sur 5 ans, 5 000 €. Ensuite, on a une procédure qui s'appelle le PCT, désolé, j'ai mis une note, PCT, qui permet un accès à 150 pays dans le monde. Donc évidemment l'Europe, c'est quoi le budget sur 5 ans? 8 000 €. États-Unis, budget sur 5 ans, 9 000 €. Brésil, idem. Japon, idem. Chine, idem. Et là, vous vous dites, bon, en gros, 65 000 € de budget sur 5 ans, je suis protégée partout. Non, ça ne s'arrête pas là. Parce qu'en Europe, qu'est-ce qui se passe? Il y a une deuxième vague de frais administratifs et de traduction. Et si on veut déposer dans tous les pays européens, la notée, c'est 65 000 € de frais administratifs et de traduction. Donc vous doublez la note finalement pour... C'est what the fuck, quoi. C'est quoi ce bordel? Ouais. Aux États-Unis, 9 000 € et vous êtes protégé. En Europe, c'est 8 000 plus 5 000 plus 52 000 € de traduction. Alors, c'est pas M. Verhofstadt le responsable des brevets, hein. Ne l'attaquez pas, c'est pas lui. Fais suer, quoi, parce qu'on va pas Mais tout à comment fait. on peut protéger nos On va aller lui innovations demander, comme ça dans tous les qu'est-ce pays qu'on fait européens, quoi. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur Alors, M. Verhofstadt, c'est pas vous les brevets, on le sait, mais en même temps, bon, l'Europe, c'est un peu vous. Merci. Ce soir, c'est nous tous, évidemment, mais enfin bon. Moi, j'ai une première proposition. La prochaine fois, vous invitez M. Juncker de venir ici, de s'expliquer pour les difficultés que les entrepreneurs... C'est pas vous le responsable, on est d'accord, mais qu'est-ce que l'Europe... Moi, j'ai une autre approche de cette Union européenne. Moi, je dis toujours que l'Union européenne, ça n'existe pas, parce que vous êtes en train d'organiser quelque chose sur l'Union européenne. Ça n'existe pas. L'Union n'existe pas. C'est un nom qu'on a utilisé. Mais la réalité, c'est que ça reste une confédération d'États-nations. Donc on ne va pas assez loin, c'est ça la réponse finalement. Basée sur l'unanimité et qui n'est pas capable, en fait... moi, je suis le premier eurosceptique des eurosceptiques, donc, et je reconnais les différentes difficultés avec lesquelles... moi, je pense même, ça va au-delà des problèmes concrets que nous rencontrons, qu'on n'est pas prêt pour la prochaine crise financière, qu'on n'est pas prêt avec le marché, parce qu'on parle du marché unique. C'était Philippe Léry qui parlait du marché unique. Moi, je dis, le marché unique en Europe, c'est quoi? C'est le champagne, c'est pas mal, c'est le chocolat, c'est les voitures automobiles. Mais il n'existe pas de marché unique sur le digital, oublie-le. Il n'existe pas de marché unique sur les capitaux. Le marché des capitaux, un marché d'hypothèques, ça n'existe pas en Europe. Il n'existe pas de marché unique au niveau énergétique. Donc, le soi-disant marché unique dont on parle toujours, c'est 35% des biens et des services en Europe. Et donc, voilà le défi de l'Union européenne, c'est que tous nos fonctionnaires, et on a environ 30 000 fonctionnaires en Europe, comme ils n'ont pas de budget et ils n'ont pas de compétences, ils s'occupent de quoi? Oui, de règlements administratifs, de conditions à émettre sur les biens et les services. Et donc, il faut créer une autre Europe. Cette Europe ne va pas survivre dans le monde de demain, économiquement, comme il a été organisé. Comment on crée une Europe de demain? Qu'est-ce qu'il faut faire? Plus d'Europe? La première chose, c'est pas une question de plus ou de moins. Ça a été la discussion pendant des décennies. Et encore, c'est la discussion d'aujourd'hui. Non, il faut d'abord une Europe qui en finisse avec ce qui, selon moi, c'est une question institutionnelle. Je sais que beaucoup de gens disent « ouais, il ne faut pas parler d'institutions aujourd'hui ». C'est la règle de l'unanimité. La règle de l'unanimité qui est encore applicable dans presque toutes les politiques de l'Union européenne. Et même si les traités prévoient
que c'est par majorité qualifiée qu'on va décider, on dit oui, mais c'est quand même mieux de le faire par unanimité. Et ça fait que, et si je peux vous donner un exemple, que quand on a dû réagir à la crise financière, pour prendre quelque chose que les entrepreneurs connaissent bien, eh bien, en Amérique, on a été capable en 9 mois de réagir. C'est-à-dire, on a fait the Troubled Asset Relief Program, c'était donc 400 milliards de dollars pour nettoyer la banque, après cette énorme crise financière. Puis on a lancé un plan d'investissement de 900 milliards de dollars, tout de suite, dans les 9 mois après la crise financière. Et puis on a fait ce qu'on appelle les Anglais le quantitative easing, en fait c'est imprimer de l'argent, pour stimuler l'économie, avec un montant de 1200 milliards par la Banque centrale américaine. Voilà que les Américains ont fait en 9 mois, avec 2 administrations diverses. Une administration d'abord républicaine et puis les démocrates en charge. Puis chez nous, il faut le comparer, après 9 ans, on est encore en train de discuter de la sortie de la crise financière. On n'a pas encore nettoyé tous les banques. Si demain il y a un problème en Italie, bon, on va voir un problème avec l'une ou l'autre banque. On a fait une plan. On a quand même mis des mécanismes en place. Mais le problème est très simple. Avant qu'on ait une décision, si on a une décision, par exemple l'union bancaire n'est pas encore là, parce que les États ne sont pas d'accord sur le fonds de sauvetage de cette union bancaire. Ils ne sont pas d'accord, qu'est-ce qu'il faut payer, avec qui va payer à ces fonds de sauvetage. Et donc, on arrive toujours d'une manière trop mou, trop faible, trop tard. Voilà le problème de l'Union européenne. Et donc, il y a une vraie révolution, une réforme très profonde qui est absolument nécessaire et qui doit se faire dans les prochaines années, parce que si demain, il va y avoir une autre crise financière, une autre crise économique, on est un peu à la fin d'un cycle économique pour le moment. Et on sait donc que dans les prochaines années, ça va être plus difficile. Ben, je vous le dis, l'Europe n'est pas prête aujourd'hui pour faire face à cela. Et pas, surtout, donc j'espère qu'on peut y revenir au niveau digital. Hein, on se demande toujours comment ça se fait que dans les 20 grandes sociétés digitales et technologiques au niveau mondial, c'est tous des Américains et des Asiatiques. La raison est très simple, parce qu'il n'existe pas de marché digital en Europe, parce qu'on n'a pas de régulateur unique en Europe. Et donc, quand il y a une petite entreprise qui a fait une invention, qui veut développer son invention sur le marché européen, elle a besoin de 28, dans l'avenir 27, donc on peut dire on fait d'un pas en avant. Donc, on a besoin de 27 d'autorisations. Et puis de faire 100 accords avec les grandes entreprises de télécommunications. Alors, Spotify, c'est un exemple. Il y a beaucoup de gens ici dans la salle qui pensent que Spotify est américain. Non, c'est suédois. Mais ils sont allés en Amérique parce que ça n'allait pas de développer leur service en Europe. Et donc, voilà le point de départ. Il faut une refondation de cette Union européenne. Autrement, chaque fois, on perd la guerre, la bataille contre les Américains et demain contre les Indiens et contre les Chinois. Madame Lecourt, je pense que ce n'est pas gagné, parce qu'on doit faire beaucoup de choses pour que vos brevets puissent atterrir. Hein. Vous êtes plutôt partisane de cette Europe-là, celle que défend M. Verhofstadt, c'est-à-dire plus d'Europe, ou en tout cas une Europe autrement. 27 étapes, ça me fait peur, quoi. Voilà, il faut réduire ça. C'est quoi ce bazar ? Vous, simplement, moi je veux autrement. Il faut que ce soit plus simple. Tout à fait. Plus simple. Ah oui, naturellement, on fait le tous plus simple, mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on impute à l'Union européenne des choses qui n'ont rien à voir avec l'Union européenne. Quand il y a, par exemple, au niveau des politiques nationales, trop de réglementation, trop de demandes administratives, c'est fait. Et selon moi, ça se traduit aussi au niveau européen. C'est pourquoi je dis il faut plutôt que nos 25 ou 30 000 je dirais, fonctionnaires au niveau européen s'occupent de politique plutôt que de faire de réglementation, encore de réglementation sur des produits du marché intérieur. Ouais. Alors je vais rebondir là-dessus, parce qu'on a parlé de protection intellectuelle. J'ai envie de parler de protection du vagin maintenant. Et là, justement, je vais aller à l'inverse de ce que vous dites. Je vais vous poser une question à tout le monde, à ces messieurs surtout. Qui a une fille ? Vous avez une fille ?
Est-ce que vous avez une Est-ce fille? que vous avez une fille? Vous avez des enfants, monsieur Je Verhofstadt? vais venir chez vous parce ouais. que Ah ben j'entends venez, pas venez, tout ce que venez, vous venez, dites. venez, on Est-ce va que se vous- mettre, est-ce on que va vous se avez mettre une autour de la fille? table. Ça va Venez, être venez plus ici. facile ici. On a un peu Parce que froid, on sera là-bas, plus chaud. l'écho est que vous parlez une langue qui n'est pas française. Hein, je peux D'accord. vous dire. Je vous assure, Madame Lecourt, parle très bien français. Est-ce que vous avez une un fille? enfant? Est-ce que vous des avez une enfants fille? J'ai 2 enfants. Est-ce que vous avez une fille? J'ai une fille. Est-ce qu'elle a ses règles? Ben, il faut que je téléphone pour ça. Dans la salle, messieurs. Qui a une fille? Qui a une fille qui a des règles tous les mois? Eh bien, j'ai un truc à vous dire. C'est que si votre fille était née aux États-Unis, au Mexique, en Corée du Sud, et j'en passe, elle aurait le droit à une réglementation pour les produits d'hygiène féminine. Nous, les femmes, on va avoir nos règles pendant 40 ans et 5 jours par mois pendant 40 ans de notre vie. Ça fait 15 000 produits qu'on peut insérer dans nos vagins. Dans les pays que je vous ai cités, il y a une réglementation qui oblige d'être transparent sur la composition, qui oblige d'améliorer les procédés de fabrication et qui oblige d'avoir une bonne communication sur les bonnes pratiques d'utilisation. En Europe, que dalle, c'est open bar. Demain, vous pouvez mettre sur le marché un produit d'hygiène féminin inséré dans le vagin, près des muqueuses, direct, les merdes qu'il peut y avoir dedans, ça va dans le sang quand même. Voilà, c'est pas rien. Et donc, en Europe, nous, les femmes, nous ne sommes pas protégées. Je veux dire, comment on peut tolérer ça, nous, les femmes? Comment vous pouvez tolérer ça, vous, les pères? Et comment l'Europe peut tolérer le fait que n'importe qui puisse vendre des produits comme ça sur le territoire européen? Donc, vous demandez, en fait, Une réglementation. Plus de réglementation. Et donc, ça va à l'inverse de ce que vous dites. Vos 30 000 mecs, là, il faut qu'ils bossent pour le vagin européen. Normalement, Voilà. normalement, dans des congrès pareils, je rencontre plutôt des gens qui demandent moins de réglementation. Donc, quand j'entendais le discours, je ne comprenais rien du tout du discours là-bas. Alors, je pensais que c'était exactement l'inverse que vous demandez. Mais c'est vrai que, par exemple, sur un nombre de champs des secteurs économiques, on est trop occupé à faire des choses où ce n'est pas nécessaire, et puis on oublie les terrains où il y a une nécessité de le faire. Mais néanmoins, je pense qu'au niveau financier, parce que la prochaine crise financière sera là, il ne faut pas oublier qu'il faut des réglementations. Et il ne faut pas oublier aussi qu'au niveau, par exemple, digital dont j'ai parlé, là, on n'a pas un régulateur unique. Donc, il y a un grand nombre de réformes, de régulation à faire au niveau de ce marché unique le plus vite possible. Et donc, d'être beaucoup plus attentif à les choses qui ne sont pas réglementées et d'être peut-être moins attentif à ceux qui sont où il y a une over-regulation, comme on dit en anglais. Madame Lecourt, dans l'enquête ou le sondage qu'on a vu, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est cette méconnaissance qu'ont les entrepreneurs, les entreprises, de toutes les aides que l'Europe peut leur apporter. Est-ce que vous, dans votre quotidien d'entrepreneur, de dirigeant d'entreprise, vous avez déjà fait appel à l'Europe? Est-ce que vous connaissez les mécanismes de subsidiation, d'aide qui sont à votre disposition? Alors, enfin, les aides, c'est compliqué, il faut toujours rentrer dans des cadres. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de rentrer dans un cadre pour une aide européenne, c'est l'aide du plan de Juncker. En 2015, j'ai fait une levée de fonds, en gros, je ne sais plus, 600 000 € de levée de fonds. Et grâce au plan de Juncker, on a eu une aide équivalent à 50% du montant de la levée de fonds. Et c'est vrai que ça nous a énormément aidé pour notre trésorerie et notre BFR pour aller développer à l'international. Donc, cette aide-là, oui, j'ai été sensibilisée à cette aide-là via la BPI. Je ne sais pas si c'est pareil en Belgique, s'il y a le même système, aucune idée. Mais, ça, M. Verhofstadt, ça vous a inspiré quoi? Le fait qu'il y ait cette méconnaissance, que finalement très peu d'entreprises sachent qu'il y a des mécanismes d'aide? Donc, oui, mais ces mécanismes d'aide sont de différentes natures. Il y a les fonds sociaux et de cohésion, ce sont les fonds, je dirais, classiques d'aide, et surtout dans des régions qui ont un problème de niveau économique, de niveau de pauvreté comparé à d'autres. Ça, c'est la première. Et la seconde, c'est ce fonds Juncker qui a été créé finalement après environ 5 ans de discussion. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ce n'est pas nécessaire? Puisqu'on avait, et encore aujourd'hui, cette éternelle discussion en Europe entre ceux qui pensent que c'est
que c'est Krugman qui a raison ou Ferguson. Hein. Krugman qui dit oui, il faut stimuler l'économie avec un plan d'investissement pour sortir de la crise, et Ferguson qui dit c'est l'inverse qu'il faut faire, il faut de l'austérité, il faut d'abord mettre les comptes publics en ordre. Et le problème avec le système européen, c'est qu'une discussion pareille n'est jamais suivie d'une conclusion. Hein, parce que, comme c'est un système intergouvernemental, quand la moitié des chefs d'État et du gouvernement pensent que c'est Ferguson qui a raison, et la moitié pense que c'est Krugman qui a raison, rien ne se passe. Hein, rien ne se passe. Et c'est ça qui, en fait, est l'explication pour le fait que ça a duré 5 ans avant qu'on a eu ce plan Juncker de 300, un peu plus, 300 milliards d'euros d'investissement qui ont été injectés dans pas mal d'entreprises et je dirais aussi de petites entreprises, surtout en Europe. Ce qui est un tiers hein, des Européens, hein, parce que le plan du début d'Obama est de 900 milliards, parce que M. Trump, qui tweete beaucoup, comme on sait, il est encore basé toute son action sur un plan de 900 milliards de dollars qui couvre la période 2009-2019. Et donc, heureusement que ce plan de Juncker est là, parce que c'est une petite... comparé, il faut quand même savoir que l'économie européenne, c'est 15 000 milliards par année hein, de produits qui est créé. Et selon moi, à côté de ce fonds d'investissement que je ne critique pas, au contraire que je veux encourager, le vrai défi en Europe, c'est de créer un fonds, un marché des capitaux qui n'existe pas pour le moment. Si tu as une bonne idée, par exemple, comme quelque part en Europe, dans le sud de l'Europe, vous voulez faire un investissement, vous allez à votre banque, vous ne pouvez pas utiliser, par exemple, un bien immobilier que vous avez dans le nord de l'Europe comme garantie, comme hypothèque, base d'une hypothèque dans le sud de l'Europe. Ou vice-versa. Ça n'existe pas. Le marché des hypothèques n'existe pas et donc ça freine énormément l'investissement en Europe. Deuxièmement, une réglementation ou un système de régulateur unique. Hein. J'ai donné Spotify comme exemple, il y a beaucoup d'exemples à donner comme ça. Donc, à côté de l'argent, puis le venture capital, on peut dire, ouais, de la capital à haut risque, ça existe en Europe, mais c'est 1/5, disons-le, du système ou du marché du venture capital aux États-Unis. Donc, sur tous ces domaines-là, il y a une révolution qui doit être faite le plus vite possible, parce que chaque fois, on voit quand même qu'on a un retard dans ces investissements de capital à haut risque, dans le manque d'un régulateur unique au niveau digital, au niveau des télécoms, au niveau énergétique. Et c'est ça qui doit se faire le plus vite possible, pour être prêt pour la prochaine grande défi. Madame Lecourt, vous avez rencontré des problèmes en termes de capitaux oui. La croissance, c'est compliqué. Donc, plus on a de la croissance, et surtout à l'international, plus il faut du blé et de la gasoline pour faire marcher la boutique, investir en supply chain, investir dans les bécanes pour la production, s'adapter aux marchés réglementés, qui eux le sont. Donc, c'est beaucoup plus compliqué d'aller sur les marchés comme les US, parce que c'est réglementé. Donc, il faut de l'argent pour adapter notre outil de production. Il faut de l'argent pour de la RH. Et ça va tellement vite aujourd'hui, l'innovation, qu'en 5 ans, on est déjà rattrapé dans tous les sens par des concurrents. Donc, il faut tout le temps innover dans notre univers des dispositifs médicaux. Donc, Une dernière petite question, parce qu'il nous reste 1 minute, et je pense que c'est très intéressant. C'est aussi un des points qui était soulevé dans le sondage, c'est l'harmonisation fiscale. C'est un des principaux freins qui est soulevé par les entrepreneurs. Ça vous inspire quoi, Madame Lecourt? Alors, nous, on ne fait que de la distribution ex-work. Donc, dans ce qui me concerne, c'est libre-échange, monnaie unique et, pour l'Europe. Hein. Et hors taxe, quoi. Est-ce que vous pensez que, parce que bon, finalement, c'est une question étatique, est-ce que vous pensez qu'il faut déléguer ça à l'Europe, c'est-à-dire moins de pouvoir fiscal pour les États et une harmonisation fiscale au niveau européen? Est-ce que vous seriez
J'ai pas la compétence En pour tant vous que citoyenne, vous, j'ai pas la compétence pour vous répondre, donc je préfère me taire. Monsieur Moi, Verhofstadt, je pense qu'au moins qu'il j'imagine. faut, par exemple, pour l'impôt sur les sociétés, avoir une base commune en Europe. Ça ne veut pas dire que les taux doivent être les mêmes partout en Europe, mais une base commune, une définition commune. Parce que la compétition au niveau de taxation, ça ne se fait pas seulement avec le pourcentage, avec le taux. Ça se fait surtout d'abord la définition de ce qui est imposable dans un pays où tous les bases imposables sont différentes. Et donc c'est ça le projet qu'on est en train de discuter pour le moment, et où on a naturellement un énorme problème avec quelques pays qui veulent continuer à avoir leur propre autonomie pour avoir de la concurrence. Mais moi je suis pour une base commune, définition commune, et puis une certaine concurrence au niveau des taux entre différents pays, parce qu'une certaine concurrence, moi je pense que comme libéral, un petit peu de compétition, c'est quand même très saine pour l'économie. On est d'accord là. Ah, ou quand même, quelque chose où on est d'accord. Merci à vous. Je vois que ça clignote, donc on va clôturer ici, tout à fait. Merci bien. Merci. Vous pouvez rester.